Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité ce soir, c'est officiel, les épreuves théoriques de l'examen de sortie des écoles techniques de mars lundi. Crise sanitaire oblige, cette session 2020 est placée sous le slogan Zéro contamination au Covid-19. Ils sont au total 22 000 candidats. Et puis ce coup de projecteur sur ce rituel, il s'agit d'une pratique agricole qui se perpétue de génération en génération et nous irons dans les plaine de Kounia où 500 hectares de riz sont aménagés. Enfin, c'est une première depuis la construction de la grande mosquée Faisal de Conakry. Cette maison de Dieu est actuellement en rénovation. L'évolution des travaux, c'est dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition par le 12e comité d'orientation stratégique du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. La rencontre se tient à Conakry. Le bilan des 6 derniers mois d'activité est présenté. Le plan de travail du projet, son budget validé. Fatima Toudialou. Devant les membres du comité d'orientation stratégique, le gestionnaire du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes présente les activités réalisées durant les 6 derniers mois. Dans son exposé, Thierno Ilyas Abaldi a cité l'audit du projet pour l'année 2019, la continuité pédagogique, la révision des programmes de formation et la rénovation de certaines institutions d'enseignement professionnel. Et nous nous sommes adaptés par rapport à la problématique de Covid. Il y avait les activités qui étaient planifiées, que nous avons exécutées. Et ensuite, on nous a demandé, il y a une requête du gouvernement qui nous demande, en fait, qui nous a instruit de mettre en place 2 sous-projets pour la continuité pédagogique. Vous êtes bien informés, vous savez que les étudiants et les gens des centres de formation avaient arrêté les cours. Donc là, grâce à Booster, on va mettre en place 2 sous-projets qui vont aider les universités et au niveau de l'enseignement technique à mettre en place des plateformes pour l'enseignement à distance. Depuis son lancement en 2014, le projet Bossège, dans sa composante 2, travaille avec l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP. Le projet Bossège, dans sa 2e composante, prévoit l'accompagnement de 2240 jeunes sur des pistes de stage, 2240 sur la piste formation, une centaine qui suivent des formations en entrepreneuriat pour accompagner les 10 meilleurs projets après un certain nombre de niveaux de sélection. Pour ce 12e comité d'orientation stratégique, des recommandations sont formulées pour la pérennisation des acquis du projet. Nous avons examiné donc, les résultats qui sont concluants de façon globale. Le taux de décaissement montre que la mise en œuvre du projet avance dans le bon sens. Et bien sûr, il y a la restructuration qui permet au projet de mieux atteindre ses objectifs. Le Bossège, financé à hauteur de 20 millions de dollars, connaît à ce stade de son exécution 70% de décaissement. Le reste devrait permettre de financer la formation des jeunes dans des métiers pourvoyeurs d'emploi. Dans les prochains mois, une commission sera mise en place pour la pérennisation du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. C'est officiel, les épreuves théoriques de l'examen de sortie session 2020 des écoles techniques et professionnelles démarrent ce lundi en Guinée. Dans une déclaration rendue publique, la ministre Zinab Dramé rassure que toutes les dispositions sont prises pour le respect du protocole sanitaire. 181 centres sont retenus pour abriter ces examens avec le slogan « Zéro contamination au Covid-19 ». Commentaire, Komara Moussa. Dès ce lundi, ils seront 22 177 candidats, dont 12 626 filles, à affronter les premières épreuves théoriques de l'examen de sortie des écoles techniques et de la formation professionnelle, publiques et privées. Une évaluation qui sanctionne 3 ans d'études pour ces étudiants de type A et B. La ministre des tutelles interpelle tous les acteurs à plus de responsabilité pour le bon déroulement de cette évaluation. Chers candidats et candidates, de vous, j'attends un comportement responsable pendant le déroulement des examens. C'est ainsi que vous allez vous montrer à la hauteur des grands espoirs que vos parents
vos enseignants et la nation tout entière place en vous. À cet effet, des cadres avertis et aguerris seront déployés sur toute l'étendue du territoire national en qualité de superviseurs, surveillants, correcteurs des épreuves théoriques et pratiques et animateurs du secrétariat des examens. Pendant que le pays fait face à une épidémie, cet examen s'annonce pour le gouvernement Kassouri comme un défi. Dans les 181 centres, des kits sanitaires sont installés pour éviter aux candidats de contracter la maladie à coronavirus qui frappe de plein fouet le pays depuis le mois de mars dernier. Au nom du gouvernement, je voudrais rassurer la population dans ce contexte sanitaire que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les examens se déroulent dans les meilleures conditions sanitaires avec 0 cas de Covid-19 dans nos différents centres. Ces candidats seront évalués dans 108 filières, en théorie comme en pratique. Une semaine après les épreuves théoriques, on annonce le début des épreuves pratiques. L'occasion pour Jenab Dramé de féliciter et remercier le président de la République pour son engagement résolu à éviter aux enfants une année blanche qui planait déjà avec l'apparition de la pandémie de Covid-19. Les cantines scolaires continuent à impacter positivement la scolarité des élèves en Guinée. L'unité de coordination qu'est la Direction nationale des cantines ne cesse d'apporter des innovations afin de préserver les acquis une année après leur mise en place dans les îles de l'Os, plus précisément à Kassa. 106 élèves en classe d'examen bénéficient déjà de rations alimentaires lors des cours de rattrapage. Même résultat du côté de Dubrika. C'est le reportage grand format de cette édition. Il est signé Abdul Karim Kamara. De Conakry, 20 minutes de traversée enthousiaste pour rallier l'île de Kassa. De 1935 à nos jours, l'école primaire de la localité a formé d'éminents cadres venus des îles de l'Os. Avec les moyens du bord, la marche vers l'acquisition du savoir continue dans ce temple et les efforts payent. Depuis plus d'1 an, l'école est dotée d'une cantine scolaire. Pour l'achat des vivres, la Direction nationale des cantines a scellé un partenariat entre les communautés et les pêcheurs de l'île. Des enfants qui viennent de Mangué, de Soro, à 4 km de l'école, viennent parfois sans prendre le petit déjeuner. Il y en a parmi eux. Quand ils viennent, le repas de la cantine, c'est ce qu'ils prennent avant de rentrer à la maison. Et ceux qui viennent le soir prennent leur repas avant de rentrer aussi. Donc, la plupart de la population de Kassa sont des pêcheurs. Il y a très peu de fonctionnaires. Donc, cette cantine vraiment a effacé beaucoup de lacunes au niveau de nos élèves. Par la présence de cette cantine, il flotte sur les 7 secteurs de Kassa comme un parfum de délivrance. Et les parents d'élèves s'estiment heureux. Ils pensent que le geste vient alléger la charge qu'ils supportent vis-à-vis de leurs enfants. L'existence de la cantine a reçu plus d'un dans notre district. L'APAE, quant à elle, ne cesse de ramener à la raison les parents qui ignorent encore l'importance des études. Au-delà des vivres, la Direction nationale des cantines scolaires apporte aussi des marmites, assiettes, seaux, cuillères et gobelets. Autre révolution, et dans toutes les écoles à cantine de la Guinée, c'est la consommation des produits locaux par les élèves. Tous les vivres et non-vivres sont à la disposition de nous les cuisiniers. Nous préparons selon le goût des enfants. Tout récemment, ils ont demandé à préparer le haricot, ce qui fut fait. Nous alternons les sauces aussi. Cette année, avec la pandémie de coronavirus, les candidats sous le programme des cantines ont eu droit à des repas chauds et des rations sèches à emporter lors des cours de rattrapage. On a reçu des kits sanitaires, du savon et des détergents. Donc avec ça, moi, mon école a un forage. On a pu gérer et les enfants sont assis en table par table, pour permettre aux enfants d'avoir la distance.
À ce jour, les cantines scolaires sont implantées dans 23 préfectures du pays. Les responsables de l'éducation de ces localités estiment que l'impact de l'approche est non négligeable. La fréquentation étant là, l'assimilation étant là, le taux de réussite a augmenté dans les écoles à cantines scolaires. C'est un impact. Deuxièmement, ça a permis, n'est-ce pas, aux filles de rester à l'école. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des rations à des moments donnés qui sont destinés simplement pour encourager les filles. Ça a permis aux filles de rester. Ça a augmenté le taux d'achèvement du cycle primaire. Donc franchement, nous devons au bout de ce micro remercier le gouvernement du professeur Alpha Condé, remercier l'autorité sectorielle, le MENA, pourquoi pas remercier ceux-là qui ont en charge la cantine scolaire, donc la direction nationale de la cantine scolaire. Dans la réalisation de ce vaste programme, un seul objectif est recherché par la direction nationale des cantines scolaires. Amener chaque Guinéen, de quelque bord qu'il soit, à un sursaut d'orgueil que la seule chose qui compte est l'éducation. Au total, le nombre de cantines à travers le pays est de 1516 pour plus de 198 000 élèves bénéficiaires, dont 90 000 filles. Dans l'actualité également, comment amener les citoyens à se faire recenser? La question préoccupe les acteurs de la société civile et le compte à rebours d'une vaste campagne de sensibilisation est déjà enclenchée à Conakry. 1500 jeunes sont déployés sur le terrain. Diamoukaba. Pour une élection présidentielle apaisée sans violence, des associations et ONG parlent d'une seule voix. Le défi, mobiliser le plus grand nombre de citoyens à se faire recenser avant le 18 octobre, date du scrutin. Lors de la présence de la CEDEAO, il y a eu près de 2 400 000 et quelques mille citoyens qui ont été écartés. Et il est important aujourd'hui que nous passions cette situation au scanner, que les citoyens repartent pour effectivement se recenser pour les échéances à venir. La deuxième des choses, c'est des citoyens qui, il y a quelques mois, ont eu l'âge de voter, donc qui ont eu les 18 ans. Donc c'est important que ces citoyens également aillent pour se recenser. La troisième des choses également, pour terminer, c'est des Guinéens qui se sont jamais recensés pour des causes parfois connues ou pas connues, mais il est important d'interpeller chacun que le recensement est fondamental. La rencontre regroupe les membres des différentes associations et ONG de la capitale. L'idée étant de faciliter l'enrôlement des citoyens, la CENI s'engage à soutenir l'initiative. C'est une opportunité pour la CENI parce que ça nous permet en fait de toucher tous les électeurs qui ne sont pas informés ou qui étaient en train de traîner les pas pour aller s'enregistrer sur les listes électorales, parce qu'on ne peut voter que quand on s'enregistre sur la liste électorale. Si tu n'as pas de carte d'électeur, tu ne peux pas voter. Donc c'est important pour nous de nous accompagner dans ces activités par les associations et les plateformes de la société civile. Déjà 1500 jeunes ambassadeurs de la société civile sont formés pour intensifier cette campagne de sensibilisation. Pendant 30 jours, ils vont sillonner les 5 communes de Conakry. Le recensement exceptionnel des électeurs tire à sa fin, mais au constat un faible engouement est illustré dans les KR à Kaloum. COP Guinée s'implique dans la sensibilisation auprès des ménages, une campagne porte à porte pour inviter les citoyens à se faire recenser. Mamadi Terna Kamisoko. En principe, le recensement exceptionnel en vue de la présidentielle du 18 octobre prend fin le 3 août prochain. La question interpelle la coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence COP Guinée. 150 jeunes sont déployés dans la presqu'île de Kaloum dans le but de sensibiliser les citoyens à se faire enrôler. Dans la rue, tout comme dans les concessions familiales, l'importance du recensement et de participer au choix de ses futurs dirigeants est exposée. Notre mission aujourd'hui en tant que jeunes et citoyens intellectuels, c'est d'approcher ces gens, des citoyens lambda, et nos concitoyens, aller leur expliquer que c'est le bon moment d'aller s'enrôler afin qu'ils puissent avoir leur
leur carte d'électeur et pouvoir agir, en faire ce que de droit. Nous sommes tous recensés ici. C'est pourquoi cette action est une bonne chose pour que ceux qui retardent encore se rendent dans les KRL. Nous avons les cartons avec nous. Cette révision des listes électorales démarrée le 21 juillet dernier dure 15 jours. Elle concerne quelques 2 millions d'électeurs écartés lors du double scrutin du 22 mars et les citoyens ayant les 18 ans révolus. Pour COP Guinée, cette campagne est le meilleur moyen de faire adhérer les citoyens au processus de démocratisation de leur pays. En lançant le concept Tous pour une élection crédible, nous appelons toutes les parties prenantes du processus à s'impliquer dans toutes les étapes pour la réussite d'une élection crédible. Donc notre rôle en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la société civile, c'est de mobiliser les Guinéens autour de cette révision des listes électorales qui est un exercice citoyen. Comme à Kalouma, cette action citoyenne se poursuit également à Guékédou et à Kissidougou. Dans chacune de ces deux préfectures, COP a mobilisé 200 jeunes pour la même cause. Et puis ce rituel jalousement conservé et transmis de génération en génération, il s'agit du sémi, une pratique agricole qui se perpétue dans l'esprit de vulgariser la vie associative. Une tradition que notre reporter Foudi Kamara a vécue lors du lancement officiel du projet de réalisation de 500 hectares de riz dans la plaine de Koundian, une commune rurale de Mandiana. C'est un projet présidentiel pour atténuer les effets du Covid-19 en Guinée. Images et témoignages. Avec le même cérémonial ancestral, répété de façon saisonnière, le sémi reste encore de type associatif dans la plaine de Koundian. Une plaine où 1000 hectares sont aménagés d'un seul tenant pour permettre aux paysans de cultiver en toute saison. Aujourd'hui, pour le lancement de la campagne agricole dans ce périmètre, les paysans de Koundian et des villages environnants sont fortement mobilisés. Au finish, le pari est de cultiver 500 hectares de riz. Nous avons reçu l'instruction que le président de la République veut réaliser 500 hectares dans la plaine de Koundian. Au jour d'aujourd'hui, nous avons sémé 35 hectares. Il y a 150 hectares qui sont déjà labourés et nous avons reçu encore 1500 sacs de NPKT 17. Donc la semence, nous avons reçu 200 sacs, l'herbicide 166 cartons de l'herbicide total. Donc les activités évoluent très bien. Les travaux d'aménagement hydro-agricole de Koundian permettent aux paysans de maîtriser les crues en hivernage et de réguler le niveau de l'eau en saison sèche. Dans cette plaine aménagée, les pratiques culturelles affichent un objectif stratégique cette année. Nous sommes en pleine épidémie de coronavirus et tout le monde sait, après cette épidémie, et ce qui va se passer, personne ne sait. Donc, M. le Président de la République, dans son esprit de faire en sorte que la sécurité alimentaire soit assurée et qu'après cette épidémie, que les populations puissent se prendre en charge et qu'il n'y ait pas de problème de nourriture, c'est ce qui a amené M. le Président de la République à le faire. Et je crois que cela a été compris par la population et la population a adhéré à cette initiative. En plus de la réalisation de la rizerie de Mandiana, l'autre acquis salué par les paysans est la mécanisation des travaux de préparation du sol. L'année dernière, le tracteur était trop cher. 450 000 francs. On a demandé au président de diminuer le prix. Il nous a donné 300 000 francs à l'hectare. Ça nous est très content. Nous sommes très contents pour ça. Maintenant, Mandiana, tracteur est trop, le nombre est trop petit. C'est pourquoi je dis ça. Mandiana, on en a besoin 50, au lieu de 10 tracteurs, on a besoin 50 tracteurs. Dans son volet de mise en œuvre de l'initiative présidentielle, lors des précédentes campagnes, le programme de productivité agricole du ministère de l'Agriculture a mis des variétés à haut rendement à la disposition de 6 000 producteurs de Mandiana. Des producteurs séduits par l'homogénéité, le cycle et le rendement de ces semences améliorées de Rinerica.
Direction Bouré pour parler environnement dans le district de Tigibri se rencontrent le Tenkiso et le Niger, une zone écologique d'importance sous-régionale. Pourtant, aujourd'hui, la dégradation de l'environnement sur place est inquiétante. Pour contenir les effets néfastes liés à la destruction des écosystèmes, le reboisement d'une dizaine d'hectares vient d'être réalisé sur place. Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. Principal abreuvoir de la cité aurifère de Sigiri, la confluence entre les fleuves Tenkiso et Djoliba est presque dépourvue de tout couvert végétal. Ces berges peu protégées sont aujourd'hui en restauration. 10 hectares sont prévus sur ce site. Un endroit stratégique, il doit abriter la plus grande station de pompage d'eau pour l'alimentation prochaine de la ville. Et je me souviens bien de ce que disait M. Fodeba Keita. Oh, Djoliba, vénérable Niger. Tant que tes eaux limpides rouleront dans ce pays, les greniers ne seront jamais vides. Tant que tu vivras et feras vivre nos anciens sous l'arbre à palabre, te béniront toujours. Mais malheureusement, aujourd'hui, les eaux tarissent. L'agriculture est en difficulté. Et le fleuve connaît de plus en plus un ensablement, un étiage très prononcé et très tôt. Donc, il y a lieu d'entreprendre des actions de vigueur pour inverser la tendance de cette dégradation. Déjà, une organisation locale est mise en place pour la surveillance du site. Les travaux sont confiés à des ONG locales. Dans la zone, des efforts de sensibilisation ont permis aux populations riveraines de comprendre la nécessité de protéger ces espaces naturels. Nous-mêmes, nous savons qu'il y a trop de sable maintenant dans le fleuve. À côté, il n'y a presque aucun arbre. Et à Sigiri, la pluie, c'est presque 3 mois maximum, pas plus. Avec ça, l'agriculture n'est pas facile. Si on reboise chez nous, on fera tout pour protéger avec la collaboration des autorités. Il ne s'agit pas de planter, il s'agit de l'entretenir. Je demande aussi aux services d'entretenir ce qu'ils ont fait. C'est une bonne chose. Mais quand c'est bien entretenu, ça sera encore très bon. Généralement en mauvais état, la reconstitution des forêts le long des fleuves se pose comme un impératif pour la Guinée. Le Niger à lui seul, par exemple, fait vivre environ 50 millions de personnes dans toute l'Afrique de l'Ouest. La 4e région militaire du pays entame une patrouille mixte le long des frontières avec le Libéria par exemple. La patrouille est menée conjointement par les deux pays. Après le lancement des opérations, le commandement vient galvaniser la troupe à ligne de mire, faire respecter les mesures de restriction et de sécurité en cette période de crise sanitaire. RTG Nzerekouri, Mohamed Salioupaï, Lansé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Il s'agit d'une patrouille mixte entamée par le commandement de la 4e région militaire le long des frontières guinéennes. Quelques jours après le déploiement d'un nouveau détachement, le commandant de zone vient toucher du doigt les réalités de terrain. Il se réjouit de l'application correcte des instructions données. Mon devoir est de venir m'enquérir et contrôler ce que les hommes sont en train de faire sur le terrain. Voilà l'objectif. C'est de contrôler les rentrées et les sorties. Pour le moment, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de sortie. Ces patrouilles se font conjointement avec les forces libériennes. Ils sont très contents parce que ça va effrayer la population de prendre les routes clandestines. Ça va encore faire que les sécurités vont se joindre, ils vont fournir ensemble. Vraiment, c'est très important. Nous avons toujours évolué en mixte. Mixte, cela veut dire qu'il y a la police, la gendarmerie, même la douane, et les éco-gardes, et l'armée de terre. Donc nous faisons de nuit et de jour. Et en plus, les marchés hebdomadaires, nous avons 3 marchés, de Bignamou, de Djeké et aujourd'hui qui est le marché hebdomadaire. Nous avons fait une réunion avec les autorités civiles pour interpeller tous les présidents des districts pour que désormais ils s'associent à nous pour empêcher la traversée le long de nos frontières. Après la pénétrante de Bala, les débarcadères de Nempa et de Soala sur le fleuve Mano ont été visités. Dans toutes ces localités,
Citoyens et forces de défense et de sécurité veillent sur le respect des restrictions du trafic avec les pays limitrophes. Religion, les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry connaissent leur vitesse de croisière. Construite en 1982, cette maison de Dieu n'avait connu des travaux d'entretien d'une telle envergure. Le point sur l'évolution des travaux avec Yaya Silla. Après plusieurs tentatives de rénovation, la mosquée Faisal de Conakry connaît aujourd'hui des travaux de réhabilitation de grande envergure. Parce que mon rapport a confiance à moi. La Guinée musulmane a confiance à moi. Nous travaillons parce que nous avons bénéficié de la confiance du peuple, du chef de l'État et même nos partenaires de l'Arabie Saoudite. Nous leur rassurons que le travail sera bien fait. La mosquée Faisal de Conakry est bâtie sur une superficie de plus de 9 hectares. Sur le site, l'infrastructure principale est la première cible des techniciens. La toiture qui chantait pendant la saison pluvieuse est complètement rénovée. La toiture, et aussi il y a des corrections que nous sommes en train de faire. Ces corrections, nous avons vu que vraiment l'ossature du bâtiment, vraiment il y a beaucoup de fer qui ont lâché à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez, sous pression de l'eau, de pluie qui tombe, mais tellement le crépissage s'est totalement enlevé, donc on est obligé de refaire ça. On a envoyé des produits qu'il faut pour que vraiment nous puissions mettre ça et faire des corrections. Nous sommes en délai, nous allons tout faire pour que vraiment on puisse trouver la meilleure solution pour atténuer à toute question de pluie à l'intérieur de la mosquée. Outre l'infrastructure principale, la clôture fait peau neuve et de nouvelles latrines à usage public sont en construction. Ces travaux de rénovation exécutés par l'entreprise Youla et Frères vont au finish donner un nouveau visage à ce grand temple religieux de 12 500 places. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Moussa Bangoura. C'est à la grande mosquée de Dinguiraye que les fidèles de la localité ont accompli leur devoir religieux, à l'image de leur co-religionnaire du pays. L'Aïd El-Kébir ou la Tabaski a été l'occasion pour les chefs religieux d'inviter la population à la tolérance, l'amour du prochain, la paix et le respect des mesures barrières en cette période de crise sanitaire. Et dans le sermon de l'imam, il a demandé à tout le monde de conjuguer le même verbe. L'imam a donné des consignes pour que la Guinée avance. Il faudrait d'abord qu'il y ait la paix. Il faudrait d'abord que tous les Guinéens conjuguent les mêmes verbes. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. L'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée vient d'offrir un important lot de kits hygiéniques au secrétariat général des affaires religieuses. Le don est destiné aux différentes écoles des 5 communes de la capitale. Objectif, limiter la propagation du coronavirus en milieu scolaire. Nous avons choisi les élèves parce que c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de la nation, c'est l'avenir de nos familles. S'ils vont bien, le pays ira bien. Mais s'ils sont frappés par cette pandémie, l'avenir est compromis. Voilà ce qui a motivé l'Alliance des églises et missions évangéliques à penser en tout premier lieu aux tout petits et aux plus grands qui sont dans les universités. À Matam, c'est un incendie qui s'est déclaré dans la concession de l'âge Fodessila. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont énormes. Le feu a tout ravagé sur son passage. Le voisinage a joué un rôle important pour limiter la propagation de l'incendie vers les concessions riveraines. La famille sinistrée tend la main aux personnes de bonne volonté pour la secourir. Je dormais, c'est la fumée et la chaleur qui m'ont réveillé. Dieu m'a sauvé de justesse. J'ai forcé la porte, je suis sorti en courant. J'ai tout perdu. J'accepte la volonté divine et je tends la main au bienfaiteur.
Un camion d'intervention multifonctionnel à la Direction générale de la protection civile. Le don est d'un fils ressortissant de la préfecture de Sigiri, soucieux de la sécurité des populations de Mandembere. Premier du genre de la part d'un Guinéen. Ce don vient accroître la capacité opérationnelle de la protection civile qui se trouve confrontée à un manque de moyens pour couvrir tout le pays. Il permettra aux tout premiers soldats du feu de Sigiri de répondre aux besoins sans cesse croissants des populations locales. C'est l'esprit de patriotisme qui m'a motivé. Parce que tout simplement, on a vécu une malheureuse situation à Sigiri. Quand on avait des gens mourir à cause du manque de sapeurs-pompiers, on s'est dit que la priorité des priorités, il faut penser à sauver les citoyens. C'était à l'occasion de l'incendie qui s'est passé. Beaucoup de personnes ont perdu assez de matériel. C'est un premier geste. Et s'il plaît à Dieu, on ne se limitera pas seulement à cela. On a l'intention d'élargir pour un premier temps Mandiana, pour Kankan, pourquoi pas pour Kouroussa, Dingra et même pourquoi pas pour Kindia. 12 tonnes de riz, 6 tonnes de sucre, d'huile et de savon. C'est l'aide du service national des affaires humanitaires en faveur des sinistrés des sous-préfectures de Léné et Bossou dans la préfecture de Lola. Cette assistance a pour but de remonter le moral de ces populations régulièrement confrontées à des catastrophes naturelles, notamment les feux de brousse et la tornade. À travers ce geste, le gouvernement vient soutenir ces populations en cette période difficile. Ça nous a mis un peu en retard, quoi. Parce que des maisons qu'on avait construites là, on n'a pas où se loger même. Aller là, quand on va se Paul aussi, dans 2 jours encore, il nous fait que quitter dedans. Avec ça là, ça nous met en retard. Jusqu'à présent, on cesse de manger, on cesse la maison. Donc je remercie la délégation qui est venue nous donner la nourriture, très sincèrement. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Demain, les infos de la mi-journée. C'est avec Saïdou Mandialo et Oumou Touré pour l'édition de 20h30. Grand merci à vous qui nous suivez à Douako dans Korosa et Sambailo dans le Badiar. À bientôt.